Ça, c'est les produits, le fameux Niermeer, l'architecte. Oui, c'est Du Maya, oui. c'est l'architecture de La vue de l'université, c'est le bureau. de wilaya d'Alger. Ah bon, c'est Ouais, bien. c'est Hein? ça. C'est C'est de commencer avec le capitale de l'Est. Oui. Le fameux capitale. Oui. Avec sa Et richesse aussi- d'histoire. Et aussi, non seulement la capitale d'Est, mais aussi notre établissement, c'est l'établissement mère des universités de l'Est. Les autres, puisqu'elle est construite en 1969, oui, presque c'est la deuxième établissement universitaire ici en Algérie, après la capitale. Alors, c'est notre équipe, c'est Madame Inès, elle est chargée d'incubateur. C'est M. Bellal Nadir, c'est un chercheur en énergie renouvelable. Et M. Hamza Chidi, c'est mon vice-recteur. C'est le vice-recteur chargé de recherche scientifique, ainsi que notre enseignant, c'est un enseignant-chercheur, un chercheur en physique, c'est M. Taharouk. Ouais. Alors vous êtes Madame Laura. Madame Nora Kifta, je suis analyste et chargée des affaires publiques. C'est Conseil politique. conseil politique. Je m'occupe du secteur d'éducation et des relations partenariat avec les universités algériennes et canadiennes. Il m'a dit que c'est la première visite aux établissements de l'Est ou bien au niveau national. Avec monsieur l'ambassadeur, c'est la première. Et à l'université Constantine 1, oui. Mais nous avions eu des précédentes visites à l'université de Constantine 2. Donc monsieur... Voilà, c'est bien chez moi. Attache. dans le Touch. L'attache. Oui, Madoula est assez type. oui. C'est bien. Cette fois-ci, nous avons l'honneur de visiter votre université, l'université mère, qui a connu un développement par plusieurs campus. Oui, c'est bon, en effet, c'est avant 2012, c'était la seule université ici à Constantine. Et après 2012, on a eu une répartition des facultés sur 3 universités, Constantine 1, 2 et 3. Constantine 1 reste toujours la plus grande établissement ici, puisqu'on a presque 35 000 étudiants en graduation, 2 000 étudiants en post-général. Aussi, on a des tas de spécialités qui sont, comment dire, puisqu'on a presque 20 nationalités qui font des étudiants de 20 nationalités qui font ces études ici, notre Sur établissement. l'étranger. Oui, la majorité de ces nationalités sont des nationalités africaines. Oui. Quelques pays arabes aussi. On a 6 facultés et 3 instituts, oui, avec différentes spécialités. Une composante, on peut dire, très riche. Aussi, au niveau de recherche, on a presque 64 labos. Deux de ces labos sont des labos d'excellence. Oui, 2 labos d'excellence, oui. Lesquels Monsieur, les labos d'excellence. Le premier labo, c'est labo en Ce sont deux labos, les deux sont dans la filière électrotechnique. Deux labos en excellence
C'était lequel encore? Électrotechnique. Bon, pour nous, les labos d'excellence, ce sont des labels juste sur 4 ans. Mais on a plusieurs labos qui peuvent être des labos d'excellence, plus de 2 unités de recherche, parce qu'on a déjà des unités de recherche, puisque c'est 64 laboratoires, et des plateformes. Et on a une plateforme technologique de mécanique électronique, et aussi un HPC, un supercalculateur, le cluster de calcul. Et en fait des projets sur une plateforme physico-chimique, bien sûr dans le cadre d'incubateur, on a aussi un Fab Lab, un laboratoire pour l'innovation, qui fascine beaucoup plus des étudiants dans les 2 cycles, licence et master. Voilà, donc, maintenant il y a un jumelage entre la recherche et l'innovation. Donc il faut faire la recherche dans les 3 cycles. D'habitude, chez nous, on fait la recherche dans le 3e cycle, dans le doctorat, mais maintenant, on essaie d'inculquer cette culture pour les étudiants dès le premier cycle, pour innover et tout. Donc, c'est une culture à ancrer chez les étudiants. On est au début. Nécessité aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, Exactement. on ne peut pas attendre. Exactement. Maintenant, c'est la stratégie du pays et de l'établissement. Il faut aller vers l'innovation dans tous les domaines pratiquement, avec des domaines prioritaires. Notamment pour soutenir l'industrie, le secteur économique. Justement, il faut aller plus vers l'industrie, justement, avec le secteur des relèves. Ils ont des instances qui essayent d'avoir cette relation entre l'entreprise et l'université. Et justement, dans le cadre de la nouvelle politique du pays, on peut se diriger maintenant vers l'entrepreneuriat, le développement des petites et moyennes entreprises. En fait, les universités sont aussi impliquées. Comment c'est via la création des incubateurs. Et maintenant, on commence justement à prendre en charge toutes les idées des étudiants. On essaie de transformer justement tous les projets issus de la recherche pour les transformer en entreprises petites et moyennes entreprises. On aimerait bien avoir des collaborations sur cet aspect-là. Surtout qu'on vient de commencer justement dans le domaine des incubateurs. Voilà. Vous avez vu le progrès du côté culturel dans les pensées, dans les approches des jeunes étudiants? Bah oui, oui, oui. Et justement, on essaie de sensibiliser, d'inculquer cet esprit entrepreneurial au niveau de toutes les formations de nos étudiants. Voilà. Les mentalités commencent à changer. Voilà. C'est beaucoup plus vers l'entrepreneuriat. Normalement, je ne sais pas si je peux intervenir par rapport à l'université. Quand même, on est parmi les plus anciennes universités de l'Algérie. Et donc, on a un potentiel humain et de compétences humaines un peu pluridisciplinaire dans tous les domaines. Sur le plan académique, je crois qu'on a réalisé pas mal de choses. On a formé des doctorants. On a formé même pour tout l'Est algérien, les universités de l'Est, tout le personnel, tous les enseignants, même la mise en place de ces structures des universités de l'Est était au départ de cette université. Donc, sur le plan académique, on a vraiment de quoi faire dans tous les domaines qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi. Maintenant, actuellement, on parle du développement durable, on parle des changements climatiques, on parle des questions d'eau, on parle de la santé humaine et l'agriculture, on parle aussi de l'intelligence artificielle et comment l'introduire dans tous les processus de recherche et de développement. Tout ça sur le plan académique et infrastructure de laboratoire, on a ce qu'il faut. Il y a certains domaines sur lesquels on est peut-être en train de mettre les choses en place, c'est les questions de l'entrepreneuriat, les questions du choix des projets innovants qui peuvent répondre à un besoin économique et qui peuvent absorber aussi le nombre d'étudiants qu'on a. On a un nombre important de sortants chaque année et la formation doctorale ne peut pas absorber tout le monde, comme partout dans le monde. Et donc, le recours à la création d'entreprises, la création de la richesse,
ça permet d'absorber le chômage, ça permet de recruter. Une personne peut avoir avec elle 2 ou 3 personnes et ainsi de suite. Et donc, c'est aussi l'une des priorités maintenant, je ne dirais pas seulement nationale, mais je pense qu'à l'international, sur le plan méditerranéen, on a beaucoup d'échanges avec les universités et tout. Ça devient une des clés qu'il faut introduire à l'université. L'université doit devenir elle-même une entreprise. Là, on produit le savoir, mais il faut produire aussi de la richesse, il faut produire. Et dans cette stratégie, on a mis l'incubateur à l'université. On est en train de l'équiper, de le structurer, mais le texte réglementaire et l'arrêté a déjà été fait par le ministère, et c'est madame qui est la directrice de l'incubateur. Pour la sensibilisation à l'entrepreneuriat, inculquer chez les étudiants la culture de la création de l'entreprise, donner à l'étudiant les outils comme savoir faire un plan business, savoir faire un prêt au niveau des banques. Tout ça, on est en train de le faire dans des formations courtes, bien sûr, mais sur l'année, soit des ateliers, comme on a aussi introduit dans les formations académiques, que ce soit professionnelles ou non professionnelles académiques, on a introduit des matières d'enseignement qui touchent aux aspects de la création de l'entreprise, l'économie à l'entreprise, la gestion de l'entreprise. Tout ça est dans le cursus de l'étudiant. Donc il y a tout un mouvement qui se met en place national pour accompagner les étudiants sortants à trouver de l'emploi, à faire de l'emploi aussi. Et donc on a la maison d'entrepreneuriat, on a aussi un centre de carrière qui travaille, qui a comme relation chercher des opportunités d'emploi dans le pays. C'est chercher, trouver aux étudiants des opportunités d'emploi. Et je pense que ce sont des structures qui peuvent nous aider à aider les étudiants à trouver, à répondre à leurs aspirations, à leurs vœux, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement après, surtout après le master. Et des masters, on a je crois 160 intitulés en spécialité. On est une université qui est branchée sur tous les domaines. Il y a 13 domaines de formation en Algérie, on est dans les 13 domaines. On a des formations dans les 13 domaines. On a aussi des licences, formation en licence, on a des formations professionnelles. On a l'Institut ISTA qui forme des licences professionnelles qui sont plongées directement dans l'industrie. C'est de l'industrie beaucoup plus mécanique. Peut-être que vous avez eu déjà des informations sur le Constantinois. On a l'industrie mécanique et on a l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies. On est une ville qui se développe bien par rapport à ces deux questions. Vous avez aussi un centre numérique francophone? Oui. Oui. L'AUF, c'était un centre, voilà, on a un centre, on l'avait. Mais comme l'AUF a changé sa politique de prise en charge et de financement des CNFP. Il y a le CNF, centralisé à Alger, il y a les CNFP dans les grandes universités. Après, l'AUF a changé sa politique de financement. Ils ont changé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à travers des projets. Le CNFP n'existe plus, mais l'AUF peut financer des projets sur une période limite, sur 3 ans, 4 ans, un projet pour répondre à un besoin. C'est toujours l'AUF qui le finance, c'est toujours l'AUF qui le prend avec les structures qu'on a déjà mis en place par rapport au CNF. Mais comme avant, ça n'existe, la structure n'existe plus. Et ça, c'est une décision qui ne dépend pas de nous. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le domaine numérique? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour raviver ce centre? Enfin, pour le numérique, je crois que M. Chihili peut en parler. Déjà, on a le PELOM, on a le NIG, on a déjà
plateforme. Déjà, si on reste dans Oui. l'AUF, l'ID9, le dernier ID9 Oui, était l'ID9, en Roumanie. oui. J'ai représenté l'université Oui. dans l'initiative de développement du numérique. Et on a programmé l'ID9 au Canada en 2020. À cause de la pandémie, Covid, ça a été on a reporté, ça a été- je ne sais pas si on peut le reporter, l'ID9, l'initiative du numérique au Canada. Donc c'était programmé. J'avais l'invitation d'ailleurs, mais vu les circonstances, ils ont reporté. Donc en Roumanie, on parlait de l'initiative du développement du numérique jusqu'au 2030. Donc notre université était impliquée dans la partie gouvernance à l'ère du numérique. Donc la note conceptuelle d'ici 2030. Donc j'étais membre dans le seul Algérien, membre dans le comité pour mettre la note conceptuelle de la gouvernance à l'ère du numérique jusqu'au 2030 avec l'Institut de gouvernance de l'AIF de la Bulgarie. Ils ont fait un truc, même en Afrique, ils ont un institut de gouvernance en Afrique. Donc avec l'AIF, on a beaucoup travaillé, surtout sur le côté téléenseignement, dans le cadre du centre CRI. Et aussi de téléenseigner tout ce qui est numérique dans le développement des logiciels ou le réseau, sécurité informatique, etc. Puisque maintenant, on a tout un service web qui est un peu rodé dans tout ce qui est numérisation de l'administration. Et en termes de formation, on a au niveau de l'électronique, etc., électrotechnique, puisqu'on n'a pas de département d'informatique, on a des informaticiens, mais le département d'informatique est au niveau de Constantine 2. Malgré ça, à Constantine 1, on fait beaucoup d'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, puisque l'intelligence artificielle est pluridisciplinaire. Même maintenant, si je parle de notre spécialité dans la bioinformatique, on lance maintenant pour la première fois en Algérie la bioinformatique chez les biologistes. Puisqu'on a la bioinformatique chez les informatiques, c'est un débat à l'international. Est-ce que la bioinformatique c'est l'informatique ou la biologie? Juste au milieu. Donc chez nous à Constantine 1, on a la bioinformatique des biologistes. Bien sûr, 50%. C'est plus juste, parce que je suis biologiste. Et je suis informaticien chez les biologistes. Et justement, toujours dans le cadre du numérique et concernant le volet pédagogique, on avait commencé des formations sur les MOOC, la scénarisation des cours. Moi, personnellement, j'ai suivi des formations dans ce sens. Madame est invitée dans les deux formations. Et c'était bien, mais malheureusement, avec la Covid-19, tout est arrêté. Donc, on avait appris beaucoup de choses. Avec vraiment position au ministère d'enseignement supérieur par rapport au MOOC. Oui. Dans Madame Chérifa. Chérifi, Madame Chérifi, Madame Chérifi, Lisa, oui. Oui. Ancienne rectrice de Boulogne. Exact. Et elle était devenue inspectrice. Oui, inspectrice au On avait ministère. soumis un projet pour les MOOC, mais la pandémie, Il a fait que. Il y a la polémique, il y a aussi la prise en charge du MOOC après sur le plan coût. Parce que le coût, ça revient ça un peu. revient, même pour l'ingénierie pédagogique, on avait beaucoup parlé. L'assurance qualité, durant les congés, etc. Ouais, il y a beaucoup de travail qui a été initié, mais malheureusement, il n'a pas J'ai compris, les MOOC sont Massive Open Massive Online. Massive Open Je pense que le Course. pandémie a arrêté les courses qui sont par définition en ligne. Si le projet, monsieur l'ambassadeur, c'est pas les cours, c'est le projet, comme les personnes ont changé de part et d'autre, il faut qu'on reprenne les discussions. Le ministre a changé, le staff du ministère de l'enseignement supérieur. Et on pourrait renégocier ça, discuter. Pourquoi pas une version hybride en Moi, ligne je pense maintenant aussi à l'ère actuelle, de quoi on a besoin sur le plan aussi Exactement. pédagogique aux universités, c'est l'enseignement hybride. Maintenant, comment former les enseignants, les anciens, le potentiel qu'on a d'enseignants? On ne va pas dire à ces gens-là, restez à côté, vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies. Non, on doit les former. Moi, j'ai assisté à une visioconférence sur l'enseignement hybride au collège et à l'école primaire. Comment former les enseignants aux nouvelles outils? Comment faire la classe inversée? Comment, voilà. Tout ça, ça demande une technicité, une nouvelle technicité.
Et c'est vrai qu'on n'a pas je crois qu'un peu partout, un petit peu, parce que la pandémie Covid nous a permis de se positionner en tant qu'universitaire un peu partout dans le monde. On était devant la pandémie, tout le monde, même ceux qui étaient en avance que nous, avaient des problèmes. Donc tout le monde était un peu coincé. Et là, ça nous permet, moi je pense, peut-être que mes collègues sont d'accord avec moi, dans ce créneau, comment moderniser l'enseignement, comment aller dans l'enseignement hybride. Si on peut faire quelque chose dans ce sens-là, ce serait quand même la bienvenue. Madame le Flic, bien avant la pandémie, nous avons fait une proposition au ministère de l'Enseignement supérieur, dans le secrétaire général de la société, par rapport au ingénierie pédagogique, et on a discuté des classes inversées, et il y avait une offre technique et financière qui a été soumise par deux universités. C'était l'université du Québec à Trois-Rivières et l'université de Sherbrooke. Mais les coûts dépassaient un peu les Estimation. voilà, il fallait passer dans ces appels d'offres. Vous comprenez Oui, oui. c'est ça le problème. On essaie de trouver des solutions même avec les NAP, l'École nationale d'administration publique, on avait pensé aussi on avait offert, proposé une offre pour le master en management public. Et on avait proposé, les coûts étaient élevés en présentiel, et nous avons suggéré aussi d'offrir le cours en hybride, et en hybride pour pouvoir un peu sauver les coûts. Tout ça, on essaiera de le revoir aujourd'hui. Est-ce que vous avez des projets à court terme qu'on pourrait dans le numérique, dans l'incubateur, dans les deux autres filières du département, les laboratoires par exemple, parce que Les axes de recherche. les axes de recherche, parce que nous avons été approchés par l'Institut national de recherche scientifique au Canada, qui veut établir des liens avec les centres de recherche des laboratoires ici en Algérie, quelles seraient les filières. Est-ce que vous êtes intéressé à des spécialités? Des spécialités, des projets sur lesquels vous travaillez, vous voulez peut-être les développer conjointement avec l'IMRS? Est-ce qu'il y a des doctorants intéressés à finaliser des thèses? Parce que je sais que dans le cadre du programme PNE, programme national exceptionnel, il y a des doctorants qui partent au Canada et ils choisissent les universités, notamment l'INRS, pour finaliser leurs travaux. Malheureusement, la pandémie a freiné, il n'y a pas eu de déplacement, mais je sais qu'il y aura des propositions bientôt l'année prochaine. C'est dans ce cadre-là qu'on pourrait aussi aider. Oui. Monsieur Faraoui. Je suis maître des conférences au département de physique. I can speak English if you need. Parce que je suis maître de conférence au département de physique. De préférence. C'est comme vous voulez. Peut-être en français pour. Et je suis responsable du cycle master de la formation en physique théorique. Donc, mon but à long terme, c'est d'établir un groupe de recherche en technologie quantique. Technologie quantique. La mécanique quantique, c'est la mécanique qui gère le monde microscopique, et la technologie quantique, c'est la technologie de demain. Et le Canada est un leader mondial dans les technologies quantiques, notamment tout ce qui est en cryptographie et information quantique. Donc mon but, c'est, on a une formation en physique théorique dans laquelle nous avons intégré, la mécanique quantique est intégrée depuis toujours, mais nous avons intégré l'information quantique dans la formation. Et nous sommes la seule université algérienne à avoir ce module-là, cette matière-là, enseignée au niveau master. Donc nous arrivons à développer, à former des jeunes, mais après, le fait qu'on soit seul dans le domaine, dans tout le pays, c'est très compliqué de trouver des collaborations, c'est très compliqué de faire avancer les étudiants, parce que la recherche se fait en communauté, la recherche se fait en groupe, et maintenant ça se fait en international. Et dans un domaine aussi technique, aussi pointu,
c'est très compliqué de faire en sorte que les étudiants restent vraiment branchés parce qu'on n'arrive pas vraiment à les motiver, on n'a pas le niveau de technicité requis. On a de très bons enseignants, tout ce qui est théorie, mécanique quantique, etc. On est l'une des universités les plus anciennes dans le pays. La spécialité physique théorique existe depuis très longtemps à Constantine. On est un leader sur tout le territoire national dans la spécialité physique théorique. Nos professeurs sont connus nationalement et internationalement. Donc on arrive à former des gens, on arrive à avoir de très bonnes compétences. Mais après, c'est très compliqué de les laisser, de faire en sorte qu'ils soient toujours branchés et de les mettre sur des thèmes d'actualité. On se bat pour faire en sorte pour arriver à convaincre les étudiants de travailler sur ces genres de choses-là, parce que c'est trop compliqué à dire à quelqu'un qui a 20 ans, on va travailler sur le même sujet que Microsoft, que Google, que D-Wave au Canada. Et déjà là, il est déjà impressionné. On n'a pas du tout les mêmes atmosphères, on n'a pas les mêmes moyens que Microsoft ou Google, mais c'est exactement ce qu'on fait. Là, on est en train de travailler sur un article en topologie, information quantique topologique, qui est le domaine sur lequel seul Microsoft au monde travaille. Donc on est quand même sur des travaux très pointus, sur des sujets très technologiques. Et là, je viens d'obtenir un financement sur 5 ans de l'Union européenne à travers l'Académie africaine des sciences pour mettre en place une expérience de simulation quantique avec les atomes forts. C'est la première expérience en Algérie, l'une des très rares à exister en Afrique. Et mon but à court terme, c'est de former des jeunes doctorants et techniciens de laboratoire sur ce genre de technologie. Donc d'abord pour essayer de mettre en place une expérience d'atomes froids avec des lasers, etc. Et après d'utiliser ces atomes pour faire de la simulation quantique. C'est très technique. On a des formations théoriques, purement théoriques. Donc la grande majorité, plus de 60% du financement, ça sera pour acheter du matériel, des lasers, mais qui ne vont suffire que pour faire une expérience de base, parce que c'est des lasers très précis qui coûtent très cher. Et l'autre moitié du financement sera pour former des jeunes. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de trouver des partenaires, justement pour envoyer des jeunes en master et en doctorat pour faire des formations, pour faire une partie de leur doctorat là-bas. Et aussi, après, à moyen terme et long terme, d'essayer de trouver des collaborations, des partenariats à long terme avec soit des universités, soit des boîtes privées. Donc le Canada est l'un des pays qui a le plus de start-up en domaine de mécanique quantique. Et tous les différents gouvernements du Canada donnent de plus en plus de financement. Donc il y a beaucoup de recherche et développement en technologie quantique. L'Université d'Ottawa est leader mondial, Sherbrooke, Vancouver. Donc il y a beaucoup d'universités, de groupes qui sont très calés, très avancés. Et on sera très content d'avoir des contacts avec eux. Là, je suis au début du projet, je vais commencer à avoir des discussions avec des gens. Donc, et on va en quelque sorte préciser ou déterminer l'axe exact qu'on va suivre, suivant les différentes collaborations qu'on va avoir. On a un financement, mais qui ne va pas suffire pour faire des miracles. On va faire une petite expérience, commencer à former des gens pour faire de la pratique et pour casser le tabou de l'expérience chez nous, parce que c'est très compliqué d'avoir du matos assez cher et de former des gens sur des trucs assez pointus. Donc le financement, ça sera que pour en quelque sorte le lancement. Mais j'ai envie de mettre en place des collaborations, des partenariats à moyen terme et à long terme, de façon à faire, le Graal, ça sera de faire de l'Algérie un hub quantique. L'Afrique sera le continent qui sera le plus peuplé, cette façon de savoir. Donc la technologie quantique, ça sera la technologie impérativement à maîtriser dans 10 ans, plus ou moins, 10, 15, 20 ans, ça sera la technologie quantique. Donc mon but, c'est de former des gens, de faire de l'Algérie un hub quantique, sur le plan humain, mais aussi sur le plan start-up, technologie, développement, etc. Donc je serais très content que ce soit d'élaborer des collaborations, que ce soit pour les jeunes chercheurs, pour les doctorants, pour les étudiants de master, peut-être faire des formations conjointes en master. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est on a un module d'information quantique au niveau master,
Donc ça sera magnifique si on pourra avoir un semestre par exemple pour certains doctorats, pour certains étudiants de master, une vague d'étudiants de master qu'on pourra envoyer pour un semestre, qu'on pourra récupérer pour commencer des thèses de doctorat, qu'on pourra encadrer. Les moyens humains, on en a. Les gens compétents du point de vue théorique, on en a. On a de grands professeurs, on a des jeunes motivés, mais on a besoin de créer un environnement. Donc la technologie quantique, c'est quelque chose qui arrive dans le monde. C'est encore très compliqué de convaincre les politiques et les industriels de l'importance de ça, parce que les implications seront dans 10 ans, dans 15 ans. Les industriels, ils veulent du profit rapide. Donc c'est très compliqué de leur demander de financer quelque chose. Probablement qu'il y aura des profits dans 10-15 ans. C'est exactement le problème partout dans le monde. Le Canada est parmi les pays leaders dans ce domaine qui arrive quand même à convaincre les gens, qui a pu tisser un certain réseau de start-up qui arrivent à lever des fonds et convaincre les gens pour mettre de l'argent dans ça. Donc on aimerait bien essayer de prendre avantage de ça et de former le maximum de gens, d'aller le plus loin possible sur le court, moyen et long terme. C'est clair, c'est utile d'être ici pragmatique ici, etc. Je suis sûr qu'on peut faire des introductions. Vous avez mentionné 3 universités qui sont très importantes. Et il y a plus Ce matin, j'ai vu ensemble que le centre de recherche européenne, ils m'ont dit qu'on pouvait écrire avec des attentes maintenant. Oui. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Donc on va essayer de refroidir des attentes pour essayer de les contrôler, de faire de la simulation quantique. On peut faire beaucoup de choses avec, mais on a besoin de gens qui sont très très compétents et d'un matériel très précis, très pointu. Et justement, dans la même optique de la collaboration, pareil, les spécialistes en mécanique quantique, en physique théorique, moi je suis biologiste, j'aimerais bien parler d'un autre domaine qui est l'agriculture. Et justement, C'est les avec priorités qu'a annoncé M. le Président, santé, l'agriculture. exactement. Et justement, avec tous ces changements climatiques, c'est très intéressant justement de développer un matériel biologique intelligent qui pourrait résister aux futurs changements climatiques. Et donc, c'est une question très très importante, je pense, à l'échelle internationale, mondiale. J'aimerais bien qu'on puisse dire, dans la région méditerranéenne, on avait commencé à travailler sur la question, mais comme le Canada, c'est un gros producteur de blé, et nous travaillons beaucoup sur le blé, et le blé, c'est le pilier de la sécurité alimentaire en Algérie, donc on aimerait bien collaborer dans... seulement en Algérie. Voilà, exactement. En agriculture aussi, on aimerait bien collaborer avec le Canada. Si vous pouvez m'envoyer des orientations pour aider à sélectionner les universités. Je vais voir avec les autres équipes là-bas. Dès que j'ai les éléments, je pourrais vous aider à aller de l'avant avec Tu peux parler un petit peu du programme de bourse. Ben oui, nous avons un nouveau programme de bourse d'études au Canada. Nous l'avons lancé en 2021. Je pense que vous avez reçu une copie à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, on l'avait envoyé pour diffusion. C'était 50 bourses en 2020 qui est appelé à augmenter chaque édition. Pour l'édition 2021, l'Algérie n'était pas admissible avant 2021 aussi, mais nous avons travaillé pour qu'elle soit parmi les pays. Il y a 5 candidats, 5 Algériens qui ont été sélectionnés lors du concours. Je ne sais pas si vous avez des feedbacks. J'ai eu le feedback parce que les nôtres n'ont pas été retenus. Voilà, On il y a avait 5, il y a oui, eu c'est normal, c'est une sélection sur dossier et tout. Mais je vais vous dire pourquoi peut-être. Il y avait l'université FJA, il y avait l'UDA, l'URDS, le CIEP et Je crois que c'était sur l'agroalimentaire, beaucoup plus domaine, non? en fait, Je sais qu'il y avait des demandes de bourse avec, je crois, 3 axes. Dans 3 domaines, 3 axes. C'est ce qu'on avait affiché. la condition, c'était que l'université locale doit avoir un partenaire au Canada, doit avoir un partenariat. Et je crois que c'était ça aussi qui était notre handicap. C'est pour ça que j'ai sélectionné l'université Constantine 1 pour la liste. Bien. C'est pour développer un partenariat, pour pouvoir un peu bénéficier des bourses. Parce que
c'est la condition sine qua non Oui, pour oui. pouvoir sélectionner le candidat. Parce que c'est l'institution au Canada, c'est elle qui soumet le dossier du candidat au Bureau canadien d'éducation, puisque les bourses sont financées par le gouvernement du Canada. Ben, j'espère que au prochain appel. parce que les étudiants sont attendus jusqu'à février 2023. Ils devaient partir cet été. Le prochain concours, je pense qu'il va être réouvert bientôt pour... en tout cas, je vais vous informer sur le... À mon avis, il y a deux manières de faire pour être pratique et du terrain. Soit que vous nous envoyez quelques institutions avec leur domaine d'activité, et nous, on essaye de constituer ici des groupes de chercheurs et les mettre en contact, ou on va vous faire des propositions. J'aimerais bien Voilà, pouvoir sélectionner. on va choisir selon les thématiques retenues par notre tutelle et par l'Algérie, quels sont les domaines qui nous intéressent. Voilà, et on constitue un noyau d'enseignants et de laboratoires, et on vous envoie les propositions. Voilà, on veut travailler. Je préfère. Oui, voilà, les énergies renouvelables. on va faire travailler les collègues. Voilà. On va vous envoyer quelques propositions en vous disant voilà les domaines sur lesquels on peut intervenir. Si on est d'accord sur les grands axes, je dis bien les grands parce qu'on n'est pas pluridisciplinaire et malheureusement on est à la veille des vacances d'été. Donc après une année de travail, je ne pense pas qu'on va trouver tous les chercheurs disponibles, mais quand même on va Mais on essayer pourra de... faire si la rentrée, on se donne un petit... Non, on va essayer. je vais commencer par monsieur... Voilà. Oui, parce que je sais qu'il Taha, il est là, il n'a pas de vacances. Il est disponible. Non, Taha, il s'est C'est lancé bon, sur un projet. il a C'est identifié. bon, il n'y a plus de vacances. Quand on a un projet, c'est bon. Voilà. Et les collègues, les autres, on va voir les directeurs de laboratoire avec les thématiques qu'ils sont en train de développer. On va choisir quelques domaines ou quelques laboratoires qui ont les moyens, qui peuvent contribuer. On va vous envoyer tout ça. Et vous nous mettez en contact et comme ça, le prochain appel de bourse, Voilà. il y aura nos étudiants. Ben, d'ici là, peut-être monsieur l'ambassadeur va rencontrer monsieur le ministre français du Consulat. Et dans l'intervalle, monsieur le recteur va sûrement appuyer la collaboration pour aller rapidement vers... Oui. Non, il n'y a pas de problème. On reste en contact quand vous envoyez. Nous aussi, l'université, on travaille sur les énergies renouvelables. Oui, c'est ça. C'est un axe très important. On a un laboratoire qui est agréé depuis 2001. On développe pratiquement les 5 axes des énergies renouvelables. Et on a rajouté encore l'hydrogène sur le travail. On a beaucoup de doctorats. Les 7 axes. Il y a les 5 axes solaires, hydraulique, géothermie, biomasse et l'hydroélectricité. Donc on travaille sur les 5 et on a rajouté un petit peu l'hydrogène parce que c'est un vecteur énergétique qui est d'actualité. Tout ça. On a fait des thèses de magistère, des thèses de doctorat sur la production d'hydrogène et l'utilisation de cet hydrogène donc comme carburant ou bien comme un vecteur énergétique. Et tout ça via la production complètement énergie renouvelable. À partir des panneaux solaires, on produit de l'électricité, on produit donc l'énergie qui nécessite un petit peu à la production d'hydrogène. Ça, c'est pour l'hydrogène. On a travaillé aussi sur les sites isolés, comme autonomes, par rapport à des panneaux solaires photovoltaïques. Ils entendent, c'est ça? Oui, c'est des sites isolés. Et on essaye un petit peu, ces derniers temps, on a essayé un petit peu de faire dans l'agriculture, c'est-à-dire intégrer les énergies renouvelables dans l'agriculture, dans les serres, la production de volailles, tout ça, c'est de faire un petit peu, à partir des énergies renouvelables, avoir une serre autonome du point de vue aération, du point de vue irrigation, du point de vue chaleur et tout ça, avec des détecteurs de chaleur ou bien d'humidité. On essaye un petit peu déclencher les ventilateurs lorsqu'il fait chaud, ou bien déclencher le chauffage pour garder un petit peu une température pour une serre, parce que la volaille, un petit peu, elle a une température qu'il faut maintenir.
Aussi, on intervient sur l'irrigation, le pompage via les énergies renouvelables, le pompage. On remplit les réservoirs. Tout ça, on intervient pratiquement d'une manière connectée. On peut à distance faire démarrer la pompe, on peut à distance voir ce qui se passe au niveau des champs. L'irrigation, si on met des indicateurs, c'est-à-dire des interrupteurs qui mesurent l'humidité du sol, ça déclenche un petit peu l'irrigation toute seule. Donc, ça va être en off-grid, c'est pas sur le réseau électrique. Non, c'est on-off. Ça veut dire que c'est des trucs autonomes. Ça veut dire que c'est des sites autonomes qui ne sont pas connectés au réseau. Donc ils peuvent, parce que il faut savoir qu'on a un petit peu des fermes un petit peu isolées par rapport au secteur. Donc on a essayé de monter des manips et des prototypes. On a des thèses là-dessus, on a des prototypes qu'on a réalisés pour rendre la ferme autonome via la production d'électricité par rapport au photovoltaïque. Et on a un petit peu calculé par rapport, parce que nous, l'Algérie est un petit peu bien ensoleillée, on a vu que pratiquement dans une semaine, en hiver, on a pratiquement 2 journées par semaine qui ne sont pas ensoleillées. Et on a vu que les batteries peuvent tenir les 2 journées. Et on a réalisé des échantillons avec une ferme isolée. Aussi, dans ce cadre-là, comment voyez-vous la collaboration avec... Moi, je la vois un petit peu, on a déjà une expérience. On a déjà une expérience avec l'Union européenne. On a développé un produit qui est le transfert technologique de l'Europe vers les pays du Maghreb. On a participé à ce projet-là qui a débuté en 2013 jusqu'à 2017. Donc, et là, avec l'avènement du Covid, ça a été un petit peu coupé, les relations entre les pays européens. Donc, on a assisté à une formation, donc on a une compétence là-dessus par rapport, on a vu ce qui se faisait en Europe comme développement sur les énergies renouvelables, et ce qui se faisait surtout dans les sites isolés, surtout pratiquement dans l'autonomie. On a vu en Italie comment ils ont fait pour rendre tous les établissements scolaires autonomes par rapport à l'énergie et l'injection dans le réseau. Ça, c'est un autre problème pour nous. En Algérie, on n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire c'est le problème de la société qui distribue un petit peu l'électricité. On n'est pas encore autorisé à injecter dans le réseau. On le fait, moi je le fais avec nos étudiants, on le fait avec la Sonelgaz. Il y a une école à Touré, près de Moulbari, l'école de la Sonelgaz. Là, on peut faire l'injection. Donc, on travaille chez eux, c'est Sonelgaz, et on essaie un petit peu de voir les équipements qu'on a, un petit peu, on travaille sur les onduleurs, et on essaie, parce que l'injection dans le réseau, il faut que ça soit synchronisé par rapport à la tension et par rapport à la fréquence. Donc, les étudiants voient de visu, et on essaie un petit peu de leur faire une formation, une deuxième formation par rapport à la Sonelgaz. Ils ont des certificats d'homologation. Les étudiants qui passent chez nous, ils ont une homologation de la Sonelgaz comme installateur en énergie renouvelable. Et on essaie maintenant, avec la Sonelgaz, s'ils veulent développer un petit peu, parce que les installations de la Sonelgaz ne sont pas encore synchronisées par rapport aux onduleurs qui sont vendus dans le monde. Si on injecte dans le réseau, on risque de perturber le réseau. Donc, on est obligé de travailler dans le offshore. Donc on ne peut pas travailler dans le réseau. On essaie un petit peu. Lorsque la Sonelgaz ouvrira un petit peu le réseau, là on est prêt, on a toute la formation,
Nous, ce qu'on voit, ce qu'on peut espérer, c'est que une deuxième vision, une deuxième expérience, parce que au Canada, c'est des gens qui ont, et surtout dans l'éolien. Nous, on n'a pas assez de vent ici à Constantine. Moi, j'ai vécu l'expérience en Italie, où j'ai vu, ou bien en Suède, où j'ai vu les éoliennes. En Algérie, il n'y a pas assez. On a un seul site qui est Adrar, qui est bien ventilé, mais chez nous, donc le transfert technologique, un petit peu, on voit un petit peu si on peut faire ça par rapport aux éoliennes, par rapport à la biomasse aussi. La biomasse aussi, les Canadiens sont un petit peu en avance dans ce domaine-là. L'hydraulique, on ne peut pas parler d'hydraulique, on n'a pas de barrage qui font de l'électricité, on n'a pas de... Là, pour la biomasse, il y a un projet qui se prépare avec un groupement canadien. Oui. Le groupe Divanus, de produire l'électricité à partir de la biomasse, ainsi que des fertilisants. En faisant du recyclage des déchets ménagers. D'un point de vue biomasse, ce qu'on peut faire ici, ce qu'on fait, ce qui a été fait, on a plusieurs doctorats qui ont été réalisés dans ce sens, où on a dans des produits biosourcés, on a produit, c'est-à-dire on a mélangé dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est-à-dire on a essayé de prendre un petit peu les déchets, soit les fibres de palmier, soit les fibres de paille, soit les fibres du liège, et on a mélangé avec du ciment, et on a vu qu'on a augmenté un petit peu la conductivité thermique du bâtiment. Là, on a réussi un petit peu et on a vu qu'on gagne plus de 30% dans l'isolation thermique des bâtiments. Lorsqu'on on a travaillé un petit peu sur le ciment et on a vu qu'on ne peut pas rajouter plus de 5%, sinon on risque de changer les caractéristiques du ciment, parce qu'il faut que le ciment soit qu'il ait ses caractéristiques pour qu'on peut l'utiliser. C'est une technologie locale? Oui, locale, oui. On a utilisé la paille, on a utilisé le liège et on a utilisé les fibres de palmier. Et on a plusieurs papiers là-dessus, des doctorats là-dessus. Donc on a un petit peu dans l'efficacité énergétique dans le bâtiment, surtout pour le revêtement et un petit peu dans le mélange mortier, dans le mélange n'importe où on peut mélanger le ciment. Constantine est connu aussi par les matériaux de construction, alors c'est une... Parce que nous, on a utilisé le ciment qui est produit localement, qui est là, avec les caractéristiques de l'usine, et on a développé un petit peu, on a rajouté de la valeur ajoutée un petit peu au produit local. Et ça marche. Je reviens toujours à l'incubateur. J'aimerais bien qu'on profite de votre expérience parce que là, c'est vraiment c'est nouveau chez nous. On vient de naître et on a travaillé sur quel projet pour l'incubateur? On a tous les domaines de l'université. Vous n'avez pas encore sélectionné? On n'a pas Tout encore. ce qui est innovant. Voilà, Tout ce qui est innovant, ce qui apporte une solution à des problèmes de la société dans tout le domaine, dans tous les domaines. Donc on aimerait bien d'abord, s'il y a une possibilité de former les formateurs, comme ça on commence sur de bonnes bases. Pour pouvoir prendre en charge et bien mener à... Est-ce que les institutions éducatives au Canada ont ces capacités d'incuber les idées? Est-ce que c'est surtout dans le secteur privé? Il y a le secteur privé qui peut appuyer aussi. Je vais aussi avec Saïka, puisqu'elle a participé à Colligène à la rencontre des deux startups. On va voir, on va formuler une proposition de collaboration. Mais il y a des startups, des incubateurs auprès des universités aussi au Canada. Mais il y a aussi le côté privé qui peut aider davantage. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vos incubateurs sont des incubateurs privés ou publics pour les deux? Les deux. Je pense que les plus grands succès Les grands succès, c'est les sont eu hors de l'institution D'accord. éducative. Ça doit vraiment prendre l'énergie, l'indépendance de secteur. On peut faire les introductions avec les deux. Offrir les options.
Je pense que vous avez mentionné que vous avez déjà en place quelques partenariats avec les institutions autour de la méditerranéenne. Est-ce que vous avez quelques exemples des accords avec les autres universités qui vraiment réussissent et que vous trouvez utile? Oui. À travers des programmes européens, on a développé pas mal de relations avec les universités et quelques structures et des centres, que ce soit privés ou étatiques en Europe. On a développé beaucoup de choses et à travers des projets déjà qui ont été... on avait lancé un projet sur la professionnalisation de l'offre de formation. Donc c'était le programme COFI. On avait créé à travers ce projet en Algérie, parce qu'on n'était pas les seuls, c'était entre l'Algérie et la France. On a choisi, c'est un peu la formule UET en France, les UET, les instituts universitaires technologiques. On a créé à Constantine 3 licences professionnelles qui sont vraiment fonctionnelles. Et en Algérie, je crois, c'était un total de 18 offres de formation. Aussi, à travers la coopération et les liens avec des partenaires toujours européens, on a le centre de carrière qui était aussi déjà un fruit américain. C'était avec les Américains et le centre des carrières. C'est vous qui avez le American Corner, pour les langues. il existe encore. Mais le centre des carrières, c'était à partir d'un projet avec l'université, avec les Américains. Et puis après, une fois le projet est terminé, on a gagné la structure, on a gagné les compétences. Et depuis, je pense, 2009, le centre est fonctionnel. Il s'occupe un peu de l'employabilité des étudiants, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un projet, on a eu des projets, enfin, j'essaie de citer quelques-uns, sur les énergies renouvelables, dont parlait mon collègue tout à l'heure. Et on avait gagné quand même, tu as oublié, une station de transformation. On voulait transformer, enfin peut-être mon collègue parlera mieux que moi, l'énergie solaire pour alimenter le resto universitaire et alimenter une serre à côté pour les biologistes. La serre, elle est construite et tout. C'était le projet, c'était ce qu'on avait acquis du projet. Mais après, on n'a pas été parce qu'on est arrivé à un moment où on devait restructurer les choses et après on a eu le Covid qui est venu un peu perturber ce petit virus qui a fait chambouler tout le monde. Ah oui, il est tout petit, il est même microscopique, même je dirais moins, mais il a quand même créé du retard sur beaucoup de choses. On avait aussi mis en place un projet sur le transfert technologique et l'innovation. Il s'appelait le projet Satellite. C'est un projet avec Marseille, mais on avait une bonne équipe européenne. On avait de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, beaucoup de partenaires. Ce projet était comment créer une structure de transfert technologique, c'est-à-dire qui va jouer le rôle de lier l'université avec l'industrie et comment transformer les résultats de la recherche en produits commerciaux, en produits économiques, etc. Donc là, les équipements qu'on a achetés sont en place. Actuellement, comme on a créé l'incubateur, donc c'est devenu une grande structure. Il y a ce qu'on avait appelé le but. Le but, c'est le bureau universitaire de transfert technologique. C'est le but. On a aussi, qui a été créé par notre ministère, c'est les Fab Labs, les laboratoires de fabrication. Les deux structures maintenant, ils sont sous la coupole ils vont être intégrés. Ils sont intégrés dans l'incubateur. On pense faire un grand espace, innovation et transfert technologique. Et là, on va regrouper toutes les spécialités. Le site, il est au niveau de la faculté des sciences et technologies. C'est une faculté
qu'il y a beaucoup de formations qui se prêtent à l'industrie et au transfert technologique. Oui. Pour corroborer ce que dit Madame Yacoub, j'aimerais citer un programme de coopération dont je suis le produit, c'est Erasmus à Averroès. Averroès, oui. Donc là, c'est vraiment le genre de programme que je pense sont très pragmatiques, très directs, très efficaces. Donc le programme consiste à réaliser des thèses en co-tutelle. Les doctorants qui sont inscrits en Algérie peuvent partir s'inscrire dans des universités en Europe, généralement, sous la protection de ce programme. Je dis protection parce que généralement, quand on part, on est jeune, on est doctorant, c'est très compliqué. Non, pas pour revenir, mais c'est pour avoir l'environnement qu'il faut. C'est très compliqué de trouver, de parler directement avec des laboratoires, très compliqué de se loger, de trouver des bourses, etc. Ce genre de programme, il permet déjà d'avoir des facilités sur le visa. On avait des visas facilement parce que tout le monde savait dans quel programme on était. On avait nos bourses, on savait à l'avance combien on aura chaque mois. Donc on était en quelque sorte tranquille, on partait pour étudier, on avait l'esprit tranquille. Quand on arrivait là-bas, il y avait un coordinateur sur place dans chaque université. Donc si on avait un problème, on avait à qui parler. Les universités savaient de quel programme on était issu, savaient à qui parler, ils avaient donc ça facilite beaucoup les choses et ça fait que les gens sont inscrits en Algérie, sont inscrits ailleurs. Les publications sont faites au nom des universités, les diplômes sont issus au nom des universités, tout le monde est gagnant et c'est très très efficace parce qu'on est très à l'aise, on est très focus sur ce qu'on est allé faire, on n'a pas de soucis d'administration, on n'a pas de soucis d'argent, etc. Et c'est très bénéfique pour les deux côtés, que ce soit pour le côté algérien et pour le côté européen à l'époque. Et ça permet de forger beaucoup de compétences. Oui, je rebondis sur ça parce que le programme Averroès, il s'est pas arrêté. Après, il y avait Campus. Après Campus, il y avait Erasmus+. Mais Erasmus, et après, on est à Erasmus+. Et maintenant, dans les programmes européens qui sont financés pour des mobilités, que ce soit des mobilités de recherche dans le cadre de doctorat, d'inscription de doctorat, ou des mobilités de crédit, reconnaissance des crédits. L'étudiant, il part pour un stage. C'est une mobilité sortante, c'est-à-dire de l'Algérie vers les pays d'Europe. Et c'est des programmes qui sont adressés aux étudiants aux trois niveaux, licence, master et doctorat. Et ça dépend de chaque année, le nombre de bourses, l'appel à candidature et le partenariat quand même. Donc nous, on essaye à chaque fois avec nos partenaires, avec qui déjà on a eu des relations, qui le connaissent, qui ont déjà travaillé avec nous, on essaye de les contacter pour avoir, quand ils vont faire leur appel à candidature et tout, et on postule. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, le plus souvent, on a eu gain de cause. On a pu avoir des... C'est vrai, ça reste timide. Il y a 2 postes, 3 postes. Il n'y a pas beaucoup de postes. Mais pour toute l'Algérie, on arrive parfois à faire une centaine de postes de toutes les universités. C'est ce qui est normal. Constantine, on est... Le réseau est dense aussi, l'université. Pardon? Le réseau est dense et le réseau universitaire algérien, déjà il y a 109 établissements et si chacun participe, le programme est ouvert à toutes les universités. Le programme est ouvert à toutes les universités. Mais ça dépend du programme lui-même. Le programme de recherche peut être établi entre un groupe d'universités algériennes et partenaires étrangers ou entre deux partenaires, l'Algérie et je prends par exemple le COFID parce que c'était un programme structurel. Il fallait que le ministère de l'Enseignement supérieur soit, parce qu'on va livrer des offres de formation, des canevas pour des offres de formation, et donc c'est le ministère, la commission d'habilitation qui est derrière, il fallait qu'il soit. Donc on n'était que l'Algérie et la France. Par contre, sur le programme de l'innovation, sur le programme des énergies renouvelables, on était plusieurs partenaires algériens, marocains, tunisiens, européens de différentes... Donc l'appel, et quand on reçoit l'appel, on essaye bien sûr de défendre notre demande. On se présente bien, on présente ce qu'on a comme moyen, comme compétence, ce qu'on peut... Après, une fois le projet est accepté, chaque partenaire, il a un lot.
Généralement, les projets sont constitués de 5 lots. Il y a le développement, il y a la qualité, l'assurance qualité du travail, il y a la préparation déjà, préparation après le développement, la qualité, la diffusion et le management. Et donc chaque partenaire prend une partie, prend un lot, et c'est le partenaire qui est responsable vis-à-vis des autres partenaires. Donc c'est vraiment un échange, et là où on se sent capable de faire, bien sûr, on prend le lot et on essaye de le... Souvent, la préparation se fait par tout le monde. Le développement, tout dépendra des thèmes, se fait par un groupe bien précis, choisi par tous les partenaires. Par exemple, quand on a fait MOMAT, tout ce qui est management, c'était un groupe, mais tout ce qui est scientifique, bien sûr, on a appelé les scientifiques, M. Bilal et son équipe et son laboratoire. Donc on appelle des gens parce qu'il y a une partie qui concerne les chercheurs, pas la gestion, pas le management. La diffusion aussi, on a eu 2 fois ou 3 fois la responsabilité de la diffusion. On s'occupe de la création du logo, la création de toute la documentation, de toute la publicité à travers le projet, la création du site du projet, etc. Donc chaque partenaire contribue selon ses compétences à quelque chose. Mais on n'est pas obligé d'avoir un rôle bien précis, ou d'avoir un lot. C'est-à-dire on peut avoir des partenaires qui sont partenaires dans le projet, mais qui n'ont aucune tâche, aucune responsabilité directe dans la réalisation du projet. Mais ils participent parce qu'ils veulent apprendre. Moi, ce que je peux aussi, peut-être un dernier truc, c'est, on n'abuse pas de votre temps. Il est intéressant aussi les formations, les conjointes, les masters conjoints. Masters conjoints, par exemple, pour le montage de projets internationaux. Parce que chez nous, sincèrement, on ne peut pas faire une formation pour un grand groupe, pour 2 personnes, projets internationaux, alors qu'on n'a pas assez. On n'a pas assez, même si on a maintenant des centaines peut-être de projets, si on fait les statistiques de l'Algérie, mais on n'a pas assez. Donc si on forme un noyau de personnes sur 3 ans, 4 ans, qui sont capables de gérer les projets internationaux. En projet management de projets internationaux. Par exemple, loi internationale, règlement international, tout ça sont des choses que nous, on ne peut pas les proposer en tant qu'offre de formation longue durée à notre tutelle, parce qu'on va former 1 année, 2 années et après on arrête. Mais dans le cadre d'un projet, si on fait des masters conjoints pour des axes aussi spécifiques, on peut former des compétences qu'on aurait besoin un peu partout en Algérie, que ce soit une formation nationale, qu'on recrute un recrutement national, et comme ça on peut former des compétences qui peuvent répondre à nos besoins en tant qu'université, et en même temps ça peut créer des relations avec nos partenaires. Je voudrais aussi parler de la mobilité en France, c'est-à-dire les Canadiens qui viendront en Algérie pour des travaux de recherche. Très content d'accueillir des spécialistes là. C'est la nouvelle stratégie canadienne de l'éducation. Nous l'avons inscrit dans la stratégie et nous, comme représentants dans les pays, nous avons à promouvoir cette mobilité fortement. Et peut-être qu'on va discuter les mécanismes de les recevoir. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes mis en place. Ce sont des doctorants, il y a des chercheurs, des enseignants, il y a des chercheurs. C'est à tous les niveaux pour venir chez nous. Pour venir, on a l'expérience, monsieur, on a l'expérience d'une enseignante américaine qui a postulé dans un programme aux USA, un programme d'enseignants pour une mobilité à l'extérieur. Et donc, quand ils nous ont envoyé sa candidature, bien sûr, on a très bien. On a alors, ça se fait, le cheminement, comment c'est le canal Le canal, c'est que la personne, elle a envoyé au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est son pays qui a ouvert un appel à candidature à une bourse internationale, une bourse de mobilité internationale. C'était chez eux. Une fois que ça a été fait,
la candidature de la personne, elle a été envoyée au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le ministère, il essaye de voir selon la spécialité où la personne elle peut être plus rentable, où elle peut apprendre plus. Enfin, nous, ils nous ont contactés. Oui, bien c'est des conventions. Voilà. Vu qu'on a le coin américain, on a un département d'anglais, et donc on a un peu le terrain. On a le terrain, donc quand ils nous ont envoyé, on a accepté. Après, il y avait toute une paperasse. Et quand il s'agit des laboratoires de recherche? Oui. C'est la même chose, c'est la même chose. Donc c'est envoyé, c'est la même chose. On peut nous recevoir directement et envoyer à la tutelle pour avoir leur avis. C'est un avis seulement qu'on demande, parce que je reçois de temps en temps des propositions directes et on essaye de les transférer au ministère pour avoir un avis et voir un accord. Parce que parfois, au niveau des ambassades, je prends un pays X qui nous envoie des personnes, on dit oui, et l'ambassade, elle n'est pas informée. Donc, ils nous demandent au moins qu'ils soient informés. Donc, quand on envoie, par exemple, au ministère, eux, ils contactent l'ambassade. C'est des formalités administratives. Après, il y a un contrat de recherche qui est signé, il y a un contrat de mobilité qui est signé par les responsables des deux établissements. Et après, un plan, bien sûr, un plan. Il faut qu'il y ait un plan d'action à mettre en place. Avec une certaine souplesse. Oui, on essaye, bien sûr. C'est-à-dire qu'on essaye de faciliter aux gens. C'est-à-dire qu'on est là pour répondre. Maintenant, je prends la collègue qui vient de l'Angleterre, de mon devoir de lui donner l'environnement de Constantine, de lui faciliter pour trouver son logement, de l'aider à s'installer. On a un enseignant chinois qui vient chaque année de l'ambassade de Chine. Chaque 2 ans, on a un enseignant qui vient pour l'enseignement du chinois, la langue chinoise. Et il arrive, on a dans le contrat qu'on a établi que nous, on doit lui assurer le logement. C'est-à-dire, on doit lui assurer, c'est-à-dire à la charge de l'université. Et c'est ce qu'on fait chaque 2 ans, chaque fois qu'on a un enseignant. Le contrat est renouvelé et on a de différentes personnes. Ce n'est pas la même personne, sauf le dernier, le pauvre, à cause du Covid, il est resté plus que 2 ans. Enfin, c'était bien pour lui. Il a appris le français, il a appris l'arabe, parce que sur les 2 ans qu'il est resté ici, il maîtrisait l'anglais et le chinois, bien sûr, parce que c'est un enseignant de la Chine. Mais quand même, pendant son séjour à Constantine, il a appris le français et il a appris l'arabe. Et il s'est inscrit à des cours de français, il s'est inscrit à des cours d'arabe. Et ça, c'est une richesse aussi culturelle importante. Merci beaucoup, Madame. Ça me fera plaisir de rediscuter avec vous. Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Je vais aussi vous envoyer des invitations pour le congrès de l'éducation internationale du Bureau canadien. C'est un congrès annuel auquel participent les membres du Bureau canadien de l'éducation internationale, des universités et des collèges. J'ai déjà accompagné le ministère de l'Enseignement supérieur au congrès par le passé et j'aurai l'honneur d'inviter M. le recteur à y participer pour novembre prochain, Inch'Allah. Et je serai à votre disposition pour vous établir des rencontres avec les universités. Il y a un appel aussi à projet concernant l'entrepreneuriat féminin. C'est le Québec qui le lance. Oui. Et on a la maison d'entrepreneuriat, notre maison d'entrepreneuriat qui veut postuler à ce projet. Très bien. Oui. J'espère que c'est évident. L'énergie, le niveau d'intérêt que nous avons d'approfondir nos relations ici avec vous-même. C'est un aspect qui, de même autour le pays, les engagements canadiens ici en Algérie commencent à approfondir. Les engagements soient du côté culturel, sécuritaire, politique, éducatif, commercial, dans tous les domaines. Parce que nous avons une très bonne fondation basée sur la confiance, basée sur l'histoire, les langues partagées et une énorme communauté algérienne au Canada. Alors, avec cette fondation en place, je pense qu'il n'y a pas une limite à les choses qu'on peut faire ensemble avec
avec l'expertise qui est évidente dans notre bureau ici aujourd'hui, et avec la bonne volonté et l'amitié qui s'exerce de notre part. Merci, monsieur le recteur, pour nous accueillir aujourd'hui. Non, c'est à moi de vous remercier pour cette visite. C'est la première visite, c'est son première visite pour les wilayas, oui. En Algérie. En Algérie? Oui, de la capitale, oui. D'accord, Tanger, c'est la première. C'est un grand honneur pour nous, sincèrement. Espérons que, à travers l'officiel que vous êtes en train de faire, vous aurez le temps de visiter la ville. Vous allez dire, je reviendrai un jour. Déjà dit. C'est déjà dit. Et on a des petits présents, symboles de votre visite à l'université. C'est la tradition de Constantine. Chez nous, on dit on donne sujet pour que la nation soit tout dessus. Donc vous avez là du temps. Et aussi, on a du sucre de notre invité. Et celle-là, c'est l'artisanat de Constantine. C'est une tradition. Rapidement, et après vous aurez le temps de faire. Voilà, ça c'est pour faire la distillation. Ah, je n'ai pas terminé. On va la cicater des vertiges. Ce matin, on fait C'est sans alcool, c'est sans alcool, et on va avoir du vertige.